Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une des nouvelles formules de ce comité jeune. Je suis magnifiquement accompagnée par Émilie Moriot à ma gauche, présidente du comité jeune et expert comptable bien évidemment, et Gabriel Bellach, qui est notre juriste à l'ordre, puisque ce soir, nous attaquons le sujet de la cotraitance. Alors, on va vous parler de le petit changement, la petite particularité que nous faisons entre cotraitance et sous-traitance, particularité qui n'existe pas sur le plan juridique. En réalité, on aime bien appeler cotraitance lorsque des experts comptables travaillent avec des experts comptables, et on appelle plutôt sous-traitance des experts comptables qui travailleraient avec des non-membres de l'ordre. On ne va pas rentrer dans ce débat de la sous-traitance, mais à mon avis, il sera abordé après. Tout ce qu'on sait, nous, ici, c'est que à 80% du temps, vous, les jeunes experts comptables, vous vous installez ex nihilo. Et en vous installant ex nihilo, la plupart du temps, vous êtes pôle employiste ou alors adhérent de France Travail, c'est ça, ça s'appelle France Travail maintenant, voilà. Et vous le faites comme beaucoup, hein, ce qu'on conseille évidemment à nos clients aussi, hein, dès qu'ils veulent créer une entreprise, ils bénéficient du Pôle emploi et en parallèle, ils montent leur activité. Ce qui fait qu'au début, vous partez ex nihilo avec peu de clients, et une des solutions assez entrez, je vous en prie. Oh là là, là, on est. Une des solutions assez faciles, ou si elle n'est pas facile, souvent pratiquée, installez-vous, je vous en prie. Alors, donc ce soir, vous êtes assez nombreux en ligne et assez nombreux ici dans la salle. Vous savez, ces rendez-vous, on aime bien les faire en mixte. Et donc, pour ceux qui sont dans la salle, si jamais vous avez des questions, parce que tout est interactif, alors en ligne, vous pouvez nous poser les questions et on va vous répondre. Et dans la salle, je vous remercie de prendre le micro pour que ceux qui ne sont pas là entendent la question. Ce qu'il faudrait faire, et là, je vais m'occuper un peu de l'intendance, Claire. Elle est allée chercher les gens en bas. Voilà. Non, mais en théorie, là, il y a un petit panneau à mettre pour que. Bah voilà. Et comme ça, il y a un petit parcours du combattant. Impec, super. Bon, donc on va se lancer. En théorie, vous, le jeune expert comptable, la cartographie, c'est que vous vous installez ex nihilo. C'est compliqué et de se lancer comme ça. C'est compliqué de trouver les premiers clients parce que malheureusement, nous avons un diplôme excessivement technique, et pendant les 3 années de stage, on ne nous apprend pas vraiment à trouver nos premiers clients. Ce qui fait que vous êtes tous souvent enclins, ou vous vous posez la question de faire de la cotraitance. Et c'est le thème de ce soir, cette cotraitance. Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il ne faut pas la faire? Comment il faut la faire? Juridiquement parlant, comment vous protégez cet exercice professionnel? Est-ce qu'il faut être assuré, pas assuré? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là sur le plan juridique, mais aussi répondre à vos questions économiques si vous en avez. Et puis, il y a un retour d'expérience. Donc, on a nos 3 témoins là au premier rang qui après vont nous rejoindre pour ces échanges de bonnes pratiques qui pourraient vous aider aujourd'hui ou demain. Je pense que j'ai bien fait l'introduction là. Ça va? Parfait. Ok. Non, mais c'est pour repasser le micro parce qu'elle ne veut pas prendre la parole. Donc, je me dis que. Non, je te laisse. On y va? Ouais. On y va, Gabriel? Ouais, j'y vais. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais intervenir brièvement sur la partie peut-être la moins sexy, on va dire, du programme, donc la partie juridique. Je vais être le plus bref possible et la plus claire possible. Juste avant de commencer, donc Virginie, tu parlais donc des 2 notions qui reviennent assez souvent, co-traitance, sous-traitance. On se demande souvent, voilà, c'est quoi la différence? Finalement, en fait, les 2 termes reviennent à la même chose. On est sur de l'externalisation de travaux. Co-traitance, c'est un terme un peu plus positif puisque du coup, on parle de co-traitance lorsqu'on a 2 confrères, entre eux, une collaboration en fait entre professionnels. Et sous-traitance, c'est un terme qui revient assez souvent lorsqu'un expert comptable sous-traite des travaux
à un non-membre de l'ordre. Et on va le voir brièvement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a des webinaires aussi dédiés à ça. Mais voilà, on va le voir. On va parler aussi brièvement de la sous-traitance avec un non-membre de l'ordre. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme sous-traitance, en fait, il n'est pas vraiment adapté au cas de figure de la profession, puisque le terme sous-traitance, il est issu d'une loi, donc la loi du 31 décembre 75, et qui concerne en fait plutôt les marchés publics, marchés privés. Donc finalement, quand on reprend la définition de la sous-traitance issue de cette loi, ça revient au même. On a bien un entrepreneur qui confie toute une partie des travaux à un autre entrepreneur sous la responsabilité de l'entrepreneur principal. Mais voilà, c'est pas vraiment adapté en fait à la situation d'un expert comptable. Donc là, je vais vous parler en fait de la co-traitance, donc une situation où un expert comptable confie sous sa responsabilité du coup des travaux à un autre expert comptable. Voilà. Situation qui est parfaitement autorisée, notamment pour les travaux de la prérogative d'exercice. Donc les travaux, les 2 alinéas de l'article 2, les travaux purement comptables, donc autorisés, mais il y a des conditions. On ne peut pas faire n'importe quoi, c'est quand même assez encadré. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert comptable qui fait appel à un autre confrère, donc le prestataire, il faut bien parler dans le micro. Ah, on m'entend pas? Ouais, colle-le comme ça. Ok. Donc l'expert comptable qui fait appel donc à un autre prestataire, expert comptable également, il reste donneur d'ordre. Donc l'expert comptable est donneur d'ordre, ce qui veut dire qu'il doit être le seul interlocuteur avec le client. C'est lui qui signe la lettre de mission avec le client, c'est lui qui perçoit les honoraires et qui après rétrocédera du coup des honoraires qui sont fixés dans le contrat au prestataire. Donc, juridiquement, si j'ai un contrat qui dit sous-traitance ou co-traitance, c'est la même chose. Ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose puisque du coup, on est vraiment là sur une externalisation de travaux. Finalement, ce serait presque le terme le plus approprié en fait. Okay. On externalise des travaux. Voilà. Et donc, quoi qu'il en soit, cet expert comptable qui fait appel à un autre expert comptable qui pourrait, par exemple, être un jeune expert comptable. Donc, cet expert comptable qui fait appel à un expert comptable a la responsabilité de la mission, a la relation avec le client, facture le client et, si j'ai bien compris, a des obligations après dans la lettre de mission avec le client. Donc, on se retrouve dans une relation tripartite, l'expert comptable et son client, et le co-traitant ou le sous-traitant de l'expert comptable. Exactement, c'est exactement ça. Donc l'expert comptable donneur d'ordre, donc c'est lui qui exécute la mission, donc c'est sous sa responsabilité. Donc bien entendu, si donc il y a un pépin du fait de l'expert comptable prestataire, l'expert comptable se retournera contre lui, mais c'est lui qui est responsable vis-à-vis du client. Voilà, c'est le seul interlocuteur direct. Et donc, en aucun cas, le prestataire doit passer directement, du coup, par le client. À côté de ça, très, très important, et c'est des questions qu'on nous pose souvent, du coup, c'est le client qui se rend compte que son expert comptable, du coup, il fait de la co-traitance. Et le client n'est pas informé. Et ça, en effet, ce n'est pas possible. Le client doit être préalablement informé. Comment on l'informe ? Du coup, on insère cette information dans la lettre de mission. Voilà. Donc, soit c'est un avenant, parce qu'on peut commencer sans co-traitance ou sous-traitance, soit c'est un avenant à la lettre de mission, soit on peut peut-être envoyer un mail au client en disant « Cette année, pour le traitement de vos dossiers, je vous informe que j'ai fait appel à un co-traitant qui est monsieur machin, qui est lui-même expert comptable ou madame bidule, etc. » Comme ça, tout est clair. Si le client dit non, je veux pas de co-traitance ou sous-traitance, je vois pas pourquoi il dirait non, mais comme ça, tout est clair et il n'y a pas de souci en termes de responsabilité civile, tout le monde est bien au courant et tout le monde est bien bordé en termes d'assurance, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Et je rappelle également, petite parenthèse, l'importance aussi d'établir une lettre de mission avec son client. Mais bon, ça, en principe, Alors ça, la lettre de mission, c'est obligatoire. C'est la forme qui n'est pas obligatoire. L'écrit est obligatoire. Donc, l'expert comptable a l'obligation de contractualiser par écrit avec son client.
En revanche, à l'ordre, on vous propose des exemples de lettres de mission et à chaque fois, on différencie exemple de modèle. Vous avez, alors on n'en a pas parlé, on n'a pas commencé parce qu'on comme ça, mais on était directement dans le vif du sujet. Vous savez que nous proposons ici en Île-de-France une plateforme de co-traitance qui s'appelle BeBuzzy, dans laquelle il y a un modèle de contrat et nous avons d'autres outils à Paris comme Cap Performance, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où il y a des exemples de lettres de mission. C'est ça. Exactement. Mais en l'occurrence, le contrat de co-traitance ou de sous-traitance entre confrères, on le retrouve sur la plateforme de BeBuzzy aussi. Oui, Bien sûr. Oui, Ouais. tout à fait. Donc, à côté de la lettre de mission. Donc vous nous interrompez quand vous voulez, c'est vivant, hein, si vous avez des questions. On y répond au fur et à mesure. Bonsoir. À côté de la lettre de mission, l'expert comptable, donc donneur d'ordre, établit donc un contrat de prestation de service avec l'expert comptable prestataire. Et donc, comme tout contrat, il y a des obligations communes, obligations du prestataire et obligations du donneur d'ordre. Grosso modo, donc l'obligation du donneur d'ordre, ça va être de fournir les informations nécessaires et les éléments, du coup, les documents nécessaires au prestataire et de le rémunérer, forcément. Et les obligations du prestataire, c'est quoi? C'est d'exécuter les prestations telles qu'elles sont définies dans le contrat, c'est de restituer les éléments à l'expert comptable donneur d'ordre lorsqu'il le demande. Parmi les obligations, bien entendu, c'est de ne pas entrer également ou de détourner du coup la moitié des clients ou des collaborateurs. Donc ça fait partie un peu du devoir du coup de confraternité entre membres de l'ordre. Dans le contrat de BeBuzzy, justement, il n'est pas marqué de délai dans lequel en fait on s'engage à ne pas solliciter les clients sur lesquels on aurait travaillé. Est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce que tu nous recommandes un délai Non, alors je ne vais pas recommander de délai. Après, ça c'est du cas, ça va être du cas par cas. Ça peut être 2, 3, 5 ans. Okay. Là, c'est vraiment du cas par cas. On recommande rien, en tout cas, au niveau de l'ordre. Ok. Donc, au niveau des honoraires, ça, je l'ai un peu dit. Donc, c'est le donneur d'ordre qui perçoit les honoraires. Et donc, à côté de ça, il va rémunérer du coup le prestataire pour ses prestations. Et donc, le reste, ça concerne en fait les obligations déontologiques. Donc là, on est face à deux confrères qui sont soumis à un code de déontologie. Donc, ce contrat en fait de co-traitance doit respecter du coup les règles déonto. Ça va être quoi? Ça va être premièrement le secret professionnel. Là, on a deux experts comptables, qui sont soumis au secret professionnel qui a un caractère absolu. Donc là, dans le cadre de cette relation, il n'y a pas de difficulté. Ils peuvent très bien s'échanger les informations puisque c'est de la logique, c'est indispensable. Mais par contre, attention, le prestataire, du coup, ne peut pas dévoiler des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de cette mission à un tiers. Le risque, c'est quoi? C'est de violer son secret professionnel et donc c'est du pénal. Ça peut être également mise en cause de sa responsabilité disciplinaire. Donc voilà, là-dessus, il y a une petite vigilance à avoir. Et l'indépendance, c'est quoi? C'est savoir dire non à un client. Donc, le donneur d'ordre et le prestataire doivent être indépendants. Donc, l'indépendance, c'est le jugement du professionnel, c'est-à-dire que nous, quand on nous appelle et qu'on nous demande est-ce que je peux prendre cette mission, est-ce que je suis suffisamment indépendant, finalement, nous, on n'a pas vraiment de réponse tranchée. C'est le professionnel qui doit déterminer s'il est en mesure, s'il est suffisamment objectif, s'il est en mesure de dire non à un client, de s'opposer du coup à ce qu'un client lui demande. La perte d'indépendance, il y a un risque de mise en cause de responsabilité. Ça peut arriver souvent dans des cas où, je ne sais pas, ça va être un ami de longue date. On ose peut-être moins lui dire non, on ose peut-être moins le freiner. Voilà, c'est des cas qui peuvent être rencontrés. Donc bon, ça, c'est l'expert comptable qui sait s'il est indépendant ou non.
Le problème de l'indépendance, il est toujours soulevé, on le prend toujours, et là je suis contente qu'on soit ensemble, c'est quand on vient de s'installer et qu'on n'a que 2 clients. Est-ce qu'avec 2 clients, on est indépendant? C'est toujours le sujet, mais alors à ce moment-là, on commencerait jamais. Hein. C'est ça. Donc, Ouais. C'est en effet à l'expert comptable d'estimer s'il est suffisamment indépendant. alors peut-être qu'en sous-traitance ou en co-traitance, là, on est peut-être un peu plus indépendant, puisque finalement, on travaille pour un expert comptable, peut-être sur plusieurs dossiers, peut-être. Oui. Alors justement, Donc, j'ai une question en ligne. Alors, je pense que je vais essayer de la retranscrire correctement. Globalement, c'est est-ce qu'on doit traiter un dossier ou je suis sous-traitant d'un confrère? Est-ce que je traite un petit bout de mission ou est-ce que je peux traiter le dossier dans sa totalité ou juste une partie du dossier, comme je serais un collaborateur et ne faire que de la saisie, ne pas aller faire la revue totale du dossier? Non, moi, je vois pas de. Après, à voir ce dépend qui est le contrat, quoi. défini. Ouais, c'est non, ça. mais Ouais, je vois pas juridiquement, de ouais, je pense qu'il n'y a difficulté. pas de. Non, non, je vois pas. Après, moi, j'utilise pas mal la co-traitance dans mon cabinet avec 2, 3 experts comptables. Et je l'ai fait sous plusieurs formes. J'ai eu une première forme qui a été il y a quelques années où c'était en fait un poste de directeur de mission externalisé. Et donc le jeune professionnel supervisait une vingtaine de dossiers. Et j'ai aussi de la co-traitance avec des jeunes experts comptables sur 1 ou 2 dossiers en particulier qui sont des dossiers de révision et sur lequel en fait ils sont là tous les ans et puis finalement j'ai gardé cette habitude là, donc j'ai une jeune expert comptable qui fait de la révision jusqu'à l'alias. Évidemment on fait la supervision sur un dossier le même tous les ans, 2 dossiers d'ailleurs, 2 dossiers le même tous les ans. Et donc vous voyez en fait on fait comme on veut, ça dépend de la taille du dossier. Si c'est un portefeuille de dossiers un peu plus conséquent, ça peut être une mission de supervision ou de direction de mission. C'est à vous de définir en fait ce que vous voulez faire et avec l'expert comptable qui souhaite bosser avec vous. Mais tu gardes quand Et même la non, maîtrise et la révision de ton dossier. évidemment. Enfin, c'est-à-dire que la contractualisation, elle est entre l'expert comptable et le co-traitant. On se met d'accord sur les termes de la mission et on parle que tous les deux. Le client ne rentre même pas en ligne de compte dans cette relation contractuelle. Évidemment que j'explique au co-traitant, oui, alors c'est un gros dossier que j'ai en révision et il y a ça et ça et ça à faire, ou alors j'ai besoin d'un poste de directeur de mission externalisé et donc l'idée c'est une supervision de 25 dossiers et comme c'est des dossiers un peu one shot, je les fais tous en mars-avril et donc je veux contractualiser par exemple 2 jours par mois de janvier à mai. Donc j'ai déjà eu ce genre de contrat de janvier à mai 2 jours par mois, 2 jours par semaine. Mais en fait c'est une discussion entre 2 professionnels de l'expertise comptable, un qui a une offre de service, un autre qui a un besoin et on contractualise comme on l'entend. Évidemment, avec toutes les règles qui sont là derrière nous, une lettre alors lettre de mission avec le client bien évidemment, mais là c'est mon problème quand je suis donneur d'ordre, mais un contrat de co-traitance entre 2 professionnels de l'expertise comptable qui définissent un taux horaire ou un taux journalier, une mission, une fréquence d'intervention, une disponibilité ou une non-disponibilité, qui travaille où aussi, sur quel outil, etc. Et on détermine tout ça. Alors, j'ai une autre question. Donc, la question, c'est finalement, c'est le cabinet principal donneur d'ordre qui reste responsable de la mission. Et alors, la question, si je la traduis bien, c'est qu'en est-il si le co-traitant n'est pas d'accord avec l'opinion émise sur les comptes par le cabinet principal? Ah. Après, oui, là, ça revient un peu à cette notion aussi d'indépendance, en fait. S'il n'est pas d'accord, en effet, c'est son jugement. C'est presque Donc, comme avec un client classique. On écrit, Mais on il doit signale. le faire même. Il doit le signaler parce qu'en fait, s'il ne le fait pas, le risque, en effet, c'est du coup
atteinte à son indépendance, mise en cause de sa responsabilité. Et ça, c'est des choses que l'on peut voir en effet et qu'on retrouve en chambre régionale de discipline. Donc ça, en effet, on revient toujours à la même chose. En cas de problème sur un dossier, c'est une responsabilité en cascade. Donc c'est le donneur d'ordre en premier qui, lui, peut se retourner sur son sous-traitant dans un second temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça marche. Oui. Il nous faut des micros. Alors, on va retraduire la question, dites-la nous. Si comment dire, si le prestataire. Il marche le micro? Si le. On les a tous vérifiés. Oui, il fonctionne. Vous m'entendez? Si le prestataire il n'est pas d'accord avec l'opinion donnée par le donneur d'ordre, le premier expert comptable, il remonte du coup son désaccord à l'expert comptable, qui en fait ce qu'il veut pas au client. Ah non, alors pour le coup, pour moi, il remonte pas la. Enfin, vous ne pouvez pas, si vous êtes sous-traitant, vous ne pouvez pas dire au client final, je suis pas d'accord avec ce que le cabinet principal a fait, parce que c'est quand même lui qui signe les comptes, qui s'engage. Donc ça, c'est leur responsabilité. Par contre, vous, en tant que sous-traitant, c'est quand même à vous, vis-à-vis de votre donneur d'ordre, de dire je ne suis pas d'accord avec l'opinion émise, de l'écrire, et parce qu'à un moment donné, si jamais il y a une responsabilité en cascade, c'est vous qui allez. Va falloir que à ce moment-là, vous terminez pas. Vous pouvez ne pas terminer la mission et dire comme nous sommes en désaccord, je vais pas jusqu'à la fin du contrat et vous laissez l'expert comptable avec son dossier. Mais vous écrivez en fait. Vous écrivez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui vous fait conclure qu'à un moment donné vous n'êtes pas d'accord sur ces comptes? Et après, c'est quand même, c'est quand même super rare ce genre de situation. Hein. Enfin, vous l'avez vu vous, messieurs dames? Ah, bon, tu voulais poser une question, je crois. Il nous faut le micro, si vous voulez le passer. Merci. Moi, j'ai une petite question sur la forme dans le contrat. Est-ce qu'il faut lister précisément les dossiers en tant que co-traitant? Est-ce qu'il faut lister les dossiers précisément sur lesquels on intervient? Ou est-ce que globalement, de dire il interviendra sur des dossiers d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, tant de jours par mois, tant de jours par semaine, c'est suffisant par rapport à la responsabilité, etc. Alors, dans le modèle de Bibuzzy, justement, il y a une annexe où en fait on liste la liste des dossiers. C'est toujours compliqué de faire à chaque fois des avenants. Enfin, moi je trouve. Donc, dans le contrat, moi je dis qu'en fait ce sera fait, les ajouts de dossiers seront faits par simple mail, quitte à la fin de la mission à faire une liste complète et à la signer en disant vous avez travaillé sur tel et tel et tel et tel dossier. Mais en fait, pour des petites missions ponctuelles, c'est compliqué. On fait un contrat cadre en disant voilà, c'est tant du taux horaire ou c'est tant de la journée. Il n'y a pas de liste de clients parce qu'à l'avance, on ne sait pas en fait ce sur quoi on peut intervenir. Alors concrètement parlant, moi qui l'ai utilisé dans mon cabinet souvent, quand je travaille comme ça avec un expert comptable sur ce poste-là de directeur de mission ou de chef de mission, mais j'ai un portefeuille de dossiers, hein, comme si c'était un salarié, entre guillemets. C'est-à-dire, je sais qu'il va intervenir sur 20, 25 ou 30 dossiers. Il y a les noms des dossiers, il y a les us et coutumes des clients, il y a une passation qui est faite. Enfin, je me suis jamais retrouvée en freestyle avec un co-traitant dans mon cabinet qui d'un seul coup va aller bosser sur un dossier où j'ai pas fait la passation, parce que il faut faire la passation. En fait, il faut expliquer le dossier, il faut expliquer le cadre de la mission et ce qu'il en est. Concrètement parlant, j'ai jamais sorti 2-3 dossiers de mon chapeau au dernier moment. Hein. Dans ce cas de figure-là, pardon. Ça marche, hein? Allô. Dans ce cas de figure-là, là, tu prends quelqu'un qui est sur un poste de directeur de mission, avec donc tu sais pourquoi tu le. Oui. Alors que tu peux être pris en co-traitance sur de la production. Et là, pour le coup, tu arrives dans le cabinet et ils n'ont pas encore fait tout à fait les plannings et tu interviens un peu là où ils vont. En tout cas, moi, quand je suis de la production, en expert comptable, moi, j'ai envie de rebondir sur le fait de, quand on a le deck, faire de la production. Voilà. C'est tout.
Et ensuite, si on arrive dans un cabinet et qu'on est, par exemple, en février, mars ou janvier, si dans le cabinet, il n'y a pas de planning, voilà aussi. Alors, j'ai pas le même point de vue aussi tranché, mais voilà, c'est pas mal. Mais heureusement. Il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain qui fait que par moment, on a des dossiers qui arrivent et qui sont peut-être pas traités pendant l'année ou ponctuellement. Et l'avantage, en fait, d'avoir un contrat cadre avec éventuellement, j'ai presque envie de dire des OS, des ordres de service au fur et à mesure, c'est de pouvoir s'adapter à qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui attend sur le bureau. Et Non, mais après, un échange de mails, ça suffit. Hein. Ouais. Si on a listé que 15 clients en disant finalement, on a vu ensemble et il y a 3 dossiers de plus qui sont trucs et muche, enfin, c'est pas la peine de faire un DocuSign. Enfin, on facilite. En tout cas, il n'y a rien juridiquement qui oblige dans le contrat de sous-traitance à avoir une liste bien précise. Il n'y a rien qui oblige. Il y a rien qui oblige. Par contre, à un moment donné, si le co-traitant avec qui tu travailles a décidé de te prendre les clients, comment tu pourras prouver la responsabilité du fait qu'en fait, il a travaillé sur ces clients-là. Donc, moi, j'ai tendance à te dire, tu mets rien dans le contrat en disant, ça va se faire par des mails. Bon, après. Alors moi, si tu permets, comme on est tous experts comptables et quand même très, très bien élevés, donc on ne pique pas les clients. Donc, ce cas-là ne peut pas exister. En revanche, on peut proposer un meilleur service. Non, on peut peut-être, mais non, pas du tout. En revanche, on peut peut-être être un peu fatigué et faire une connerie. Et on fait une connerie sur le dossier. Après, comment le donneur d'ordre prouve que ce dossier-là a bien été traité par l'expert comptable? Normalement, si c'est bien processé, il y a les initiales sur la feuille de travail. Quand tout est ouais, mais là non mais t'as bien raison et on se taquine et tu as raison, mais quand si tu par exemple t'as fait faire de la production voire de la TVA et qu'il y a une connerie, parce que la connerie elle peut être en matière de TVA ou en matière de contrôle TVA. On sait bien que ce qui fait mal c'est les gros sous. On fait un contrôle TVA, donc prenons le scénario. Non, pas le pire, pas du tout le pire. Le scénario qui peut arriver, on co-traite avec un expert comptable, on lui donne un poste de chef de mission, de directeur de mission, sur des dossiers qui sont conséquents. Qui dit conséquent dit pas mal de chiffre d'affaires, qui dit pas mal de chiffre d'affaires dit à un moment donné dans les travaux de bilan le contrôle TVA, et à un moment donné, qui dit contrôle TVA dit peut-être grosse erreur, qui est responsable? Voilà, ça pourrait être une situation comme celle-ci. C'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit contractualisé et que c'est bien déjà sur le fond. Est-ce qu'il y a la supervision du contrôle TVA, oui ou non? On sait bien que la TVA, c'est le truc qui va mal. On prend un poste de chef de mission ou de directeur de mission comme ça externalisé. Le collab qui doit faire la TVA le fait pas. C'est une TVA à 50 000 €. Il y a une pénalité de 5 000 €. C'était le job du contraitant de s'assurer que le collaborateur fasse la TVA. Qui est responsable? Alors justement, en termes d'assurance, est-ce que je fais comme dans le BTP, je leur demande leur attestation d'assurance ou je pars du principe que comme ils ont été inscrits à l'ordre, ça a été demandé à l'inscription au tableau? Oui, justement, il faut qu'ils s'assurent du coup que le prestataire soit bien couvert par une assurance. Malheureusement, en effet, l'assurance est obligatoire. Donc, en effet, on fournit à l'inscription, mais il faut le renouveler aussi. Et parfois, ça arrive, il y a des cas où les confrères ne respectent pas du coup cette obligation d'assurance. Le risque, c'est quoi? C'est la radiation. Voilà. Donc, il faut vraiment bien s'assurer que le prestataire est bien couvert par un contrat d'assurance. Et concernant le donneur d'ordre aussi, nous, on recommande quand même, si ce n'est pas l'assurance du contrat groupe, puisqu'a priori, ça ne pose pas de problème à partir du moment où c'est autorisé, c'est couvert. Si le donneur d'ordre a un contrat auprès d'une autre assurance, de contacter l'assurance et de s'assurer que c'est bien couvert. Voilà. Ok. Bon, on n'est pas fort. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu fort de café de faire tout ça. Quoi qu'il en soit, dans les lettres de mission
quand on contractualise avec un client, il est marqué notre numéro de police d'assurance. Je pense que le numéro de police d'assurance peut suffire lorsqu'on contractualise avec un co-traitant. Et si le co-traitant s'engage avec son numéro de police d'assurance, ça pourrait, enfin, on est quand même tous professionnels dans une profession réglementée. Si on signe un contrat en disant on est assuré et notre police d'assurance c'est numéro bidule, je trouve que ça devrait suffire. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On peut avoir l'attestation, etc. Mais c'est peut-être assez indélicat de commencer comme ça. Mais bon, je ne sais pas. Vous allez nous faire un retour d'expérience. Vous allez nous demander si on vous l'a demandé, votre police d'assurance. Alors, on a justement une question qui, parce que souvent, on est expert comptable. On n'est pas forcément inscrit à la compagnie. Et pour autant, on va faire de la co-traitance pour un autre cabinet. Possible, pas possible? Alors, est-ce que le sous-traitant peut être inscrit que à l'ordre, mais pas à la compagnie? Et faire de l'audit légal, en fait. On est expert comptable, on n'est pas inscrit à la compagnie, on travaille pour un autre cabinet d'expertise comptable et de commissariat qui nous fait intervenir sur des missions d'audit légal. Et finalement, en fait, voilà, j'ai appris oui. Une nouvelle chose hier, donc je suis ravie. Il faut parler dans le micro. Alors, c'est pas parce que les micros ne résonnent pas qu'ils ne servent pas pour ceux qui sont à distance. Alors là, la doctrine que m'a transmise la CRCC nous dit que les commissaires aux comptes peuvent faire appel à des personnes extérieures, donc qui sont listées en fait sur la slide. Et donc parmi ces personnes, on retrouve les experts comptables personnes physiques. Voilà. Donc il n'est pas nécessaire d'être inscrit à la compagnie pour effectuer donc ce type de prestation. Après, donc votre question, c'était de savoir s'ils pouvaient faire appel à des un non-diplômé chez les commissaires aux comptes, du coup. Non. On a dit que non. On va y venir, je pense. Là, chez les commissaires aux comptes, est-ce que c'est pareil? Si on lit en tout cas la doctrine telle qu'elle est, a priori, ce serait pas possible. Alors non, il faut moi, j'étais stupéfaite de cette réponse. Hein. C'est vrai que souvent, quand même, les commissaires aux comptes ont quand même une vision beaucoup plus, ou souvent plus restrictive que les experts comptables. Et là, en fait, qu'un expert comptable non inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes puisse travailler en sous-traitance sur une mission d'audit légal, je trouve ça très surprenant. Alors moi, je trouve que c'est aussi l'opportunité pour des jeunes confrères de continuer à faire de l'audit alors qu'ils n'ont pas de mandat de commissariat aux comptes. Ah non, mais moi, je dis pas que c'est pas bien. Hein. Je dis que ça m'a surpris. Je trouve ça très bien. Il faut parler dans le micro. Alors la question, hein. le point, c'est de dire c'est celui qui va signer le rapport qui est responsable en fait. C'est celui qui signera le rapport, donc le sous-traitant, celui qui sous-traite la mission, pardon, qui est lui-même diplômé et inscrit à la CNCC, comme dans n'importe quel cabinet d'audit, si je peux me permettre. C'est-à-dire que la plupart des gens qui interviennent sur une mission d'audit dans les cabinets, Big Four ou autres, ceux qui vont voir les clients ne sont pas diplômés. Mais ils sont salariés. Ils sont salariés. Ni même inscrits à la CNCC. Non, mais en fait, ils sont salariés. En fait, alors on va aborder le fameux sujet de la sous-traitance. Vous savez que. Alors, oui, non, mais alors, ce fameux sujet de la sous-traitance. Est-ce qu'un membre de l'ordre peut sous-traiter des tâches qui font partie de l'ordonnance article 2 à un non-membre de l'ordre? Est-ce qu'un expert comptable peut faire une mission de saisie comptable et d'établissement des comptes annuels à un non-membre de l'ordre? Depuis novembre 2022, octobre 2022, un arrêt de Cour de cassation l'interdit formellement. Avant novembre 2022, il n'y avait pas de doctrine au niveau national. Et donc, nous, à Paris, nous avions fait notre doctrine.
Et comme j'étais à l'époque et présidente du tableau de l'ordre et présidente de la commission de répression d'exercice illégal, notre doctrine était pour moi une doctrine de bon sens économique. Je suis expert comptable, que je travaille avec quelqu'un qui est salarié ou quelqu'un qui est en sous-traitance. À partir du moment où l'expert comptable fait le même job, c'est-à-dire qu'il a la relation directe avec le client, il supervise tous les dossiers, que, en fait, quel que soit le statut de la personne avec qui on travaille, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons, en cabinet d'expertise comptable, travailler avec des collaborateurs qui n'ont pas le diplôme. Nous ne pouvons pas travailler avec des sous-traitants qui n'ont pas le diplôme. Ça pourrait être la même mission, le même job. On parle simplement du lien contractuel qui est autorisé dans le salariat, qui n'est pas autorisé en matière de sous-traitance. Donc ça, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation de octobre 2022 moi, je trouve qu'il nous enquiquine et qui, en tant que professionnel, limite notre activité, parce que je ne vois pas pourquoi, me concernant en tant que professionnel responsable, que j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui soit salarié ou non salarié, je trouve que ça ne regarde personne. Il est vrai aussi que le débat juridique et contractuel, c'est que ça veut dire que quand on travaille avec un sous-traitant qui n'est pas inscrit à l'ordre, mais que la personne elle est en train de faire de l'exercice illégal de la comptabilité. Il y avait quand même dans cette doctrine-là un petit trou dans la raquette de manière intellectuelle. Donc c'est pour ça que la jurisprudence, enfin la doctrine qu'on avait pris ici, c'était surtout de faciliter la pratique des cabinets d'expertise comptable. Et à partir du moment où un expert comptable fait son job, on n'enquiquine pas. Aujourd'hui, c'est différent. C'est pour ça que je suis assez surprise avec cette position de la compagnie des commissaires aux comptes, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut faire quand même des missions d'audit légal. On pourrait faire des missions d'audit légal en sous-traitance par des professionnels qui ne sont pas inscrits à la compagnie. Fort de cette jurisprudence, c'est tout. Mais... Alors en plus, c'est assez marrant parce que sur les désaccords qui peuvent arriver ou les désaccords dans l'exercice de la mission entre un commissaire aux comptes et un expert comptable sous-traitant sur des missions d'audit, la conciliation se fait à l'ordre parce que c'est le seul endroit où ils sont inscrits tous les deux. Bon, pourquoi pas. Donc, ah si, je vous confirme. Non, mais là, on parle. Non, mais là, en fait, là, on parle on parle de l'expert comptable uniquement inscrit à l'ordre et qui réalise en sous-traitance des missions d'audit légal. C'est ce cas précis qui est traité. C'est pas un autre cas. Donc, globalement, la sous-traitance à un non-membre de l'ordre, avant 2022, c'était toléré voilà. C'est ça. Maintenant, c'est interdit. Puis enfin, c'est interdit. Il n'y a pas de position doctrinale, ni du Conseil national, ni du Conseil régional. Mais quoi qu'il en soit, on a face à nous un arrêt de Cour de cassation qui s'impose à nous. Celui-là, oui, il fait jurisprudence. On est bien là. Dans l'exercice illégal, à la commission exercice illégal, on reçoit souvent des confrères qui travaillent avec des non-membres de l'ordre. On les reçoit souvent, on leur explique les risques qu'ils encourent pour éventuellement arrêter toute collaboration et puis envisager surtout des collaborations avec des jeunes confrères qui, eux, ont du temps et qui surtout sont inscrits. Donc, aucun intérêt. Alors, pas forcément. Parce que, alors pour le coup, pour être à la commission exercice illégal, on est quand même très surpris du budget des sous-traitants. Hein. Vraiment. Sur des non-diplômés. Oui, sur les non-membres de l'ordre. Enfin, on dit non-membres de l'ordre, nous. Hein. Ouais. On est membre ou on n'est pas membre. Hein. Parce que mais on peut avoir le diplôme. On peut avoir le diplôme.
et ne pas être inscrit. Oui, alors il faut vraiment, on va prendre le micro, s'il vous plaît. À l'ordre et les non-inscrits. Bon, je prendrai le cas des inscrits. Il y a aussi les salariés et ceux qui souhaitent s'installer. Est-ce que c'est possible avec les salariés? Comment ça, vous j'ai pas voulez faire de la compris la sous-traitance question. avec vos salariés? Non. Non, j'ai pas compris. Faire de la sous-traitance avec un professionnel inscrit à l'ordre, mais en tant que salarié. Comment on fait de la sous-traitance en tant que salarié? Ah, il est salarié d'un autre confrère. Exactement. Ok, alors ça, Bah, dans s'il le... est inscrit, alors, je suis expert comptable, je sous-traite à un autre cabinet, mais c'est pas l'expert comptable qui m'est envoyé, c'est un de ses salariés. C'est ça. Alors, dans le contrat de Bibuzzy, c'est clairement marqué, en fait, le mode de fonctionnement. Et dans les clauses, vous indiquez si c'est le confrère en direct qui est inscrit ou si c'est un de ses collaborateurs. En fait, Mais on en fait, parle le contrat, il est entre deux sociétés on d'expertise parle de comptable. 2 personnes morales qui contractualisent entre elles. Voilà. Donc, pas de problème. Donc, si vous voulez mettre dans la contractualisation que vous allez travailler avec tel collaborateur ou tel collaborateur, pourquoi pas. Mais en fait, on les a, ces cas-là, et je les ai aussi. Lorsqu'on fait faire à nos experts comptables stagiaires des heures de commissaire aux comptes quand on n'est plus commissaire aux comptes, quand on n'est plus inscrit à la compagnie. Et on se retrouve dans ce genre de relation. Mais de la même façon, moi, j'ai une collaboratrice qui intervenait chez un confrère une journée par semaine pour mettre à jour ses dossiers en tenue. C'est pas moi qui y suis allée, c'est elle. Mais le contrat était entre nous, 2 cabinets d'expertise comptable. Mais c'est elle qui intervenait. Micro. S'il vous plaît, madame, si vous voulez donner à monsieur. Par rapport à... C'est normal. En fait, Par on rapport- n'entend rien. ok, Il n'y a pas de j'écoute. retour. C'est D'accord, normal. c'est pas C'est uniquement pour les gens qui sont Par rapport loin. à la jurisprudence dont on parlait tout à l'heure sur l'interdiction de sous-traiter à des non-membres de l'ordre, est-ce que ça s'applique donc logiquement à des cabinets qui avaient l'habitude par le passé de sous-traiter à des offshore, nearshore, qui font ou pas partie de leur groupe d'ailleurs? Qu'en est-il de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont arrêté du jour au lendemain? Non, ils n'ont pas arrêté du jour au lendemain. Non, mais il y a Maintenant- différents. En fait, cette jurisprudence, elle nous enquiquine tous. Et je vais vous donner un exemple, genre Dext. Vous savez, votre logiciel, votre truc Ou un autre. On peut en citer oui, plein. oui, parce que chaque fois, je dis Dext, mais il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai Ça qu'il peut y en a être beaucoup. Belly Pourquoi? Time. Dès que J'en cite d'autres, hein. oui, tu as raison. Use. Voilà. Dès qu'il y a de l'ossérisation, un taux de reconnaissance très élevé en termes d'ossérisation est impossible. Ça veut dire qu'il y a toujours une opération manuelle quelque part. Ça veut dire qu'il y a des gars au Maroc ou à Madagascar qui imputent à la main. Donc, il y a un travail manuel, et qui dit travail manuel dit la saisie de notre article 2 de l'ordonnance, et donc dit sous-traitance interdite. Donc là, j'ai pris le cas extrême qui est un peu ubuesque. Quoi qu'il en soit, au Conseil national de l'ordre, donc il y a des gens qui se réunissent et qui réfléchissent et qui disent, lorsque la sous-traitance se fait à Madagascar ou ailleurs et que c'est un cabinet d'expertise comptable, ça, c'est bien. C'est pas marqué dans l'arrêt. Hein. Il soit inscrit à Paris. Alors, Enfin, non. Donc, bref, vous faites sous-traiter votre saisie à un cabinet de Madagascar qui serait inscrit à l'ordre, c'est bien. Il y a des pays où il n'y a pas d'ordre. Et je sais pas si à Madagascar, il y a un ordre ou pas. Je crois qu'il y a peut-être un truc. Enfin, bref, on se retrouve aujourd'hui dans une dérive intellectuelle de l'interprétation de cette jurisprudence qui nous embête. Micro, Serge. Alors, pendant ce temps, j'en profite. On a une question. Alors, je ne suis pas sûre de la comprendre. Hein. Est-ce qu'un jeune inscrit à l'ordre qui a ouvert son cabinet peut faire de la co-traitance en étant salarié d'une entreprise? Alors, je crois que c'est interdit parce que je crois qu'on ne peut pas être inscrit à l'ordre et salarié. Il n'y a pas un truc comme ça, Gabriel? Alors, en fait, on peut être inscrit à l'ordre et être salarié d'un cabinet d'expertise comptable, voilà. Mais dans une entreprise, c'est interdit. Dans une entreprise non inscrite à l'ordre, c'est interdit. C'est incompatible. Il y a le statut qui existe aujourd'hui d'expert comptable en entreprise. Donc, genre, on est DAF dans une entreprise et on s'inscrit à l'ordre
sur la liste, en fait, sur le tableau des experts comptables en entreprise, mais en théorie, on ne peut pas se retrouver salarié d'une grosse boîte et aussi être à son compte parce que c'est contraire à l'indépendance professionnelle. Exactement. Ça marche. Je pense que ça répond à la question. Ah, une question. Ah bah, oui. Alors, micro d'abord et après on fait passer. Non, ouais, vas-y. Donc du coup, pour en revenir à... Oui. Vu qu'on est tous d'accord pour dire que cette jurisprudence, elle enquiquine, oui. Est-ce qu'il y a un risque vis-à-vis de l'ordre? Oui. Oui ou non? Voilà, c'est ça la question. Alors, moi, je botte en touche. Ok. Sachant que, souvent, dans l'organisation nationale de l'ordre, entre les prérogatives des conseils régionaux et du conseil national, c'est souvent le conseil régional qui porte plainte. C'est ma réponse. Maintenant, franchement, il y a plein de jeunes confrères qui sont inscrits. Pourquoi aller chercher un non-membre de l'ordre, en fait? Monsieur nous dit que c'est pour des histoires de coûts. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Hein. Enfin, Alors, pour siéger en commission exercice illégal et encore en avoir une ce matin, je suis pas complètement convaincue qu'il soit moins cher qu'un confrère. Ah oui, non, mais alors c'est quoi ces questions qui n'existent pas alors? Alors, non, mais tu m'enquiquines avec des questions qui me déstabilisent et en fait, tu inventes des trucs. Alors, on a 2 autres questions quand même. Alors, on y va. Oui, moi j'ai une petite question parce que là, on fait un focus sur les missions prévues à l'article 2 de l'ordonnance. Mais qu'en est-il des missions autres que celle-ci? Typiquement, j'ai un client qui me demande de réaliser une évaluation un peu complexe pour laquelle je ne sais pas nécessairement faire. Si je sous-traite la mission à un cabinet spécialisé en évaluation, donc de fait non inscrit auprès de l'ordre, est-ce qu'on a la même interdiction qui s'impose ou est-ce qu'on est dans un autre contexte? Non, là, ça pose. Ce qui pose vraiment problème, c'est les travaux issus de la prérogative d'exercice, donc de l'article 2. Pour le reste, il n'y a pas de difficulté. Petite spécificité sur la mission paye. Parce que beaucoup d'experts comptables détestent la paye et font sous-traiter à des entreprises non membres de l'ordre. À partir du moment où, dans cette fameuse mission paye, votre sous-traitant aurait la bonne idée de faire, par exemple, quelques contrats de travail, là, bing, vous êtes dans l'exercice illégal du droit. Et si jamais votre sous-traitant qui vous fait de la paye fait aussi des contrats de travail, qu'il vous propose, que vous proposez au client, et vous savez que la mise en cause de responsabilité, je crois que dans les stats, on est bien à 40%, 60% avec de social. Ça fait très, très mal le social. Donc, genre, vous, cabinet, vous proposez un contrat de travail qui a été fait par votre sous-traitant qui n'est pas inscrit à l'ordre. Mais le sous-traitant ne sera jamais assuré pour une mission qu'il n'a pas le droit de réaliser puisque c'est l'exercice du droit et que nous avons dans notre ordonnance la possibilité de faire des actes juridiques parce qu'ils sont accessoires à la mission principale et puis qu'on est dans l'article 22 de l'ordonnance en lien avec l'article 2. Si je dis des bêtises... Non, c'est... Ok. Voilà pour la mission paye qui est un peu enquiquinante. Il y avait une autre question. Il y avait une autre question, ouais. Il faut passer le micro. Je rebascule sur Time, Penny Lane et autres et plein d'autres. Hein. Logiciels d'ossérisation, de pré-comptabilité. Ça se développe, cette activité-là se développe et on a tendance à avoir tous dans nos cabinets cette utilisation. Qu'est-ce qu'on fait puisque par définition, le sous-traitant qui est à Madagascar ou qui peut être n'importe où sur la planète, on ne le connaît pas. On sait qu'il peut y avoir des individus derrière, mais on n'en sait pas plus. Notre responsabilité pourrait être mise en cause? En théorie, je ne pense pas concrètement. Il va falloir qu'aujourd'hui, le Conseil national se positionne sur tous ces produits. Time et Penny Lane, souvent, en fait, on demande aux clients de faire le job.
Donc, quand c'est le client, c'est pas un gars qui est à Madagascar. Hein. Le principe de base de ces penny line et time, c'est souvent le client qui fait sa petite facture lui-même, qui la glisse dans le truc. Et puis, donc là, il n'y a pas d'histoire Oui, mais il peut y avoir l'intervention. C'est pas de l'imputation. La question, c'est est-ce que s'il y a de l'OCR qui marche plus ou moins bien, voilà, Il y a une et que intervention humaine il y a une derrière. intervention humaine, est-ce que c'est du coup, en fait, finalement, de l'exercice illégal? J'ai fait exprès de vous donner cet exemple-là pour vous montrer les limites de cet arrêt de la Cour de cassation qui nous enquiquine tous. J'imagine qu'il va rien se passer. Pour ces histoires de logiciels, on serait à contre-temps et à contre-courant. Donc, ne soyez pas stressés. Prenez tous les outils qui existent sur le marché, tous les outils que vous voulez, automatisez un maximum, parce que je vous rappelle que quand même, on ne fait pas Bac+8, nous, experts comptables, pour imputer des factures. De toute façon, dans 2 ans, on s'en fiche, il y a la facture électronique. Ouais, bon, dans 2, 3 ans, 4 ans, ouais. Donc, évidemment, on aura la facture électronique. Mais aujourd'hui, détachez-vous de ces sujets-là qui peuvent limiter votre pratique. Le vrai sujet, c'est avec la facture électronique, dans 3, 4, 5 ans, on fera plus l'imputation des factures, on le sait, on ne fera plus de TVA, seront pré-remplis, et je pense que la fiscale, elle aura peut-être pas, elle n'existera plus, ou bref, il n'y aura pas grand-chose à faire. Ça, c'est 70% du chiffre d'affaires de nos cabinets. Donc aujourd'hui, il faut se réinventer pour demain. Donc, utilisons tous nos neurones aujourd'hui pour se dire, est-ce que je me positionne sur la mission RSE? Est-ce que si je suis pas inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes, je vais pas me positionner sur l'audit légal de CSRD? Est-ce que je vais pas me positionner aujourd'hui, par exemple, pour proposer à mes clients une mission de mise en place de la facture électronique chez mes clients? Est-ce que comment je réinvente mon métier aujourd'hui sur ces nouvelles missions de demain, plutôt que me demander est-ce que la sous-traitance ou la co-traitance est interdite? C'est quand même des faux sujets parce que très peu d'experts comptables font de la sous-traitance avec des non-membres de l'ordre. Je pense que si on faisait une stat ici, enfin, c'est quand même très peu. Donc, c'est pas un vrai sujet, cette histoire de sous-traitance. Et là, vous êtes tous experts comptables, donc vous pouvez parfaitement faire tout de la co-traitance. De toute façon, si on a une question déontologique, on a une ligne de téléphone. Voilà, on a une permanence en fait. 24-24. 24-24. 7 jours sur 7. Voilà, le téléphone accroché jour et nuit pour vous répondre. Donc, non, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions sur la co-traitance ou toute autre question. Hein, donc, on a une équipe de juristes du coup qui répond à vos questions par mail, par téléphone. On fait aussi souvent des articles dans le Francilien, des newsletters par mail. Et donc, l'exemple de contrat, on en a parlé. Et petite promo aussi pour les webinaires. Alors, 2 choses. Souvent, quand vous vous installez comme ça, vous êtes méga stressé avec le régalien. Pour vous, on a sorti un francilien spécial régalien. C'est celui qui est sorti là début janvier. Donc, s'il y a à côté de la Bible, là, vous mettez le francilien spécial régalien, d'accord? Comme ça, dès que vous avez un petit stress, vous pouvez le relire. On vous parle de tout, de l'illégal, etc. Quelle est mon expérience en tant que ancienne présidente du tableau de l'ordre? Donc, il y a 5, 6 ans, 7 ans, j'étais présidente du tableau de l'ordre et je me suis amusée à recevoir tous les jeunes experts comptables qui étaient associés avec des non-membres de l'ordre. Et parfois, les situations étaient cocasses et voire peut-être dramatiques. Ça fait depuis 15-20 ans que nous sommes très actifs ici à Paris, en Île-de-France, à l'ordre, contre les illégaux. Ce qui fait que beaucoup d'illégaux ont compris la parade, se rapprochent de jeunes experts comptables comme vous, parce que plus il y a eu d'illégaux,
plus il y a eu d'un autre côté des jeunes experts comptables qui s'installent ex nihilo. Et à un moment donné, vous avez le stress de se dire, ah, j'ai quand même pas beaucoup de clients et il m'en faut. Et curieusement, au détour d'un cocktail, un comptable s'approche de vous et vous dit, bah moi, j'ai 30, 40, Un 50. expert en comptabilité. Ouais, un expert en comptabilité. Moi, j'ai un portefeuille de 100 clients, de 40 clients, de 50 clients. J'aimerais bien qu'on s'associe. Et comme ça, toi, tu fais ton job d'expert comptable et moi, je fais mon job. Je t'apporte les clients parce que je les connais et on travaille tous les deux. Et donc, on se retrouve avec, par exemple, un capital qui est à 50% chez un non-membre de l'ordre, à 50% chez un expert comptable. Vous, l'expert comptable, vous êtes fragile, vous êtes une cible et souvent, vous êtes naïf. Comment ça se passe? Quel est le deal ou quel est le business model qui vous est proposé? C'est que le non-membre vous dit on s'associe ensemble. Bon, moi, je vais gagner 3-4 000 euros parce que c'est mes clients et que je les connais bien, je vais les faire travailler. Et toi, tu te paieras en dividende. Donc, on se retrouve quand même avec un expert comptable qui gagne 0, un non-membre de l'ordre qui gagne 3-4 000 euros par mois, un expert comptable que j'avais reçu à l'époque et que malheureusement je croise encore, qui est plein de bonne volonté et qui me dit non, mais moi, je sais comment je vais faire, je vais rencontrer tous les clients, je vais faire signer des lettres de mission à tous les clients, je vais faire mon job d'expert comptable. Mais vraiment une bonne volonté extraordinaire. Sauf que l'illégal ne vous laisse pas faire et vous vous retrouvez dans une situation dramatique, associé avec quelqu'un et en plus, vous n'avez pas fait de pacte d'associé, associé avec un non-membre de l'ordre qui, de toute manière, à la première volonté d'autorité de sa part du membre de l'ordre, le non-membre, qu'est-ce qu'il fait? Il part avec ses clients. Donc, quand l'expert comptable commence à dire « Bon, ça va bien, maintenant, je veux rencontrer tous les clients, je vais faire signer moi-même la lettre de mission à tous les clients », le non-membre, il prend ses dossiers, il part, il ouvre une autre structure, il trouve un autre expert comptable pour aller se loger ailleurs. Le 7 mars 2024, de 8h30 à 9h, j'ai une jeune consoeur qui va venir témoigner, que j'ai croisée par hasard il y a 6 mois et qui m'a dit Madame la Présidente, alors maintenant on se tutoie, on s'appelle par notre prénom, mais Madame la Présidente, il y a 4 ans, vous m'aviez reçue au tableau de l'ordre et vous m'aviez dit que ça pourrait mal se passer, que je n'arriverais pas à faire signer les lettres de mission, que je n'arriverais pas à m'imposer avec les clients, que je n'arriverais pas à faire ça et faire ça. Je ne vous ai pas écouté et aujourd'hui, je suis dans une mer de noir. Alors, pourquoi on se côtoie? Parce que j'ai décidé de l'aider un peu et donc je la fais coacher, on trouve les solutions et j'ai mis des moyens de l'ordre au service de cet épisode que je trouve un petit peu dramatique. Donc, je vous incite à le suivre, c'est une demi-heure d'un partage d'expérience et on en a beaucoup, malheureusement, beaucoup de jeunes experts comptables qui se font avoir par ces non-membres de l'ordre. En fait, ce sont des chefs d'entreprise qui font de la compta à leur compte depuis 10-15 ans et qui connaissent les clients et qui veulent pas être enquiquinés par des modalités déontologiques qui s'imposent à nous. Et après, vous retrouvez dans vraiment des cas dramatiques. Alors, je vous dis pas ceux qui se retrouvent après dans la police judiciaire, la brigade, etc. Parce que il y avait un jeune expert comptable. À l'époque, j'étais président de la commission de répression de l'exercice illégal. Alors ça, c'était le pompon. Un jeune expert comptable de, je sais plus, il était à 100 ou 200 km de Paris. Il a l'opportunité de reprendre une clientèle à Paris. Donc, il n'est pas sur place. Et donc, il deal et il crée une nouvelle structure, et genre un 50-50, le non-membre de l'ordre s'occupe de la structure parisienne, et lui, il est en province, et de temps en temps, et il remonte faire le truc. Sauf qu'en fait, dans les clients, parce que la plupart du temps, vous, les experts comptables, vous n'allez même pas auditer la clientèle. Hein. Je vous dis, il y a le truc qui tombe du ciel, vous partez en live. Hein. Non, mais c'est vrai. Donc, vous n'auditez pas la clientèle. Là, en bref, il y avait des salons de massage
Et en fait, c'est un réseau de proxénétisme. Mais l'expert comptable, il était devant la police, devant la brigade financière pour complicité de proxénétisme parce qu'il savait même pas qu'il était associé avec un mec qui avait des salons de massage à Paris. Bon, j'espère que ces exemples-là vont vous rester, vont peut-être un peu vous traumatiser, mais simplement, voilà, soyez vigilants. Donc, le 7 mars, c'est pas l'histoire du salon de massage, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ce soir, on a pensé à vous pour des témoignages. Exactement. Et bah, du coup, on va leur proposer de venir. Merci, Gabrielle. Merci à vous. Donc, merci Séverine, Joseph et Elodie de nous faire part de vos témoignages en matière de co-traitance. Co-traitance, sous-traitance. Exactement. Je vais On vous laisse vous présenter. Sous-traitance au départ, déjà, il y a du lourd. Tiens, voilà. Vous vous présentez, c'est ça, ouais? Donc, bonjour à tous, Elodie Perruche, je suis expert comptable, accessoirement élue à l'ordre, contrôleur de stage et d'autres fonctions. Et du coup, voilà, je suis ici parce que moi-même, j'ai créé mon cabinet ex nihilo il y a 5 ans. Et j'ai eu recours à la co-traitance et encore aujourd'hui. Donc, si je peux apporter mon témoignage, ce sera avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc, Joseph Misrahi. Donc, moi aussi, je suis expert comptable. Je suis récemment diplômé, ça fait 1 an. Donc, j'ai aussi créé, je me suis inscrit à l'ordre en juin dernier. J'ai créé mon cabinet en même temps. Et donc, j'ai commencé, comme beaucoup, par de la sous-traitance avec d'autres cabinets. Voilà. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer d'apporter mon témoignage. Donc, la sous-traitance quand tu n'étais pas expert comptable? Juste avant 2020. Ah ouais. Juste avant la jurisprudence. Bien. Janvier 2023. Très bonne réponse. Et bonsoir à tous. Donc, Séverine Vitek, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et je me suis inscrite il y a à peu près 1 an, ex nihilo aussi. Et j'ai commencé par de la sous-traitance au bout de à peine 3 mois avec une consoeur et après pour une autre mission, donc aussi pour partager mon expérience. Et puisqu'on se charrie là-dessus, oui, j'avais écrit à Gabrielle. Très bien. Il y a 4 ans pour lui demander si c'était possible de le faire. Et elle avait répondu. Elle avait répondu avec toutes les conditions respectées pour pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Et du coup, on a une première question. Est-il nécessaire de Alors, faire... c'était la position du Conseil régional d'Île-de-France qui n'était pas du tout partagée par d'autres conseils régionaux. Hein. Mais on a toujours, enfin moi j'ai toujours privilégié parce que c'était à l'époque c'était moi qui étais présidente du tableau de l'ordre et de la commission de répression de l'exercice illégal et là on était dans cette case-là, toujours privilégier l'intérêt de la profession et des experts comptables de pouvoir travailler comme on a envie de travailler en respectant les règles de base de facturation et surtout d'indépendance en fait. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire de la sous-traitance, de la co-traitance lorsqu'on se lance ex nihilo? C'est un besoin ou pas? Alors moi, pour mon expérience, je me suis lancée, je suis partie de mon ancien cabinet, je me suis lancée en février, j'avais pas de clients, j'en avais un, je crois, de bouche à oreille qu'on m'avait recommandé à un ami d'un ami, et j'avais un client, mais bon, pas suffisamment. Et on a aussi envie, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de tout de suite démarrer, et cetera, et de pas attendre de trouver des clients. Donc j'avais commencé par recommandation. J'avais une ancienne collègue qui m'avait dit: «Ah bah, je suis dans un cabinet où l'expert comptable cherche un confrère, une consoeur pour faire de…» Donc comme ça, j'avais fait une mission d'expertise comptable la première fois. Après, j'avais utilisé Bibuzzy, mais peut-être qu'on reparle d'outils un peu plus tard, où j'avais trouvé une autre mission. Mais j'avais en tout cas, dès ma création, dès mon installation, cette volonté quand même et ce truc de me dire, je sais que c'est pas ce que je veux faire 100% de mon temps et que c'est juste pour me lancer. Après, il y a quand même l'attrait au début de la rémunération où bah, tout de suite, on rentre pas mal de trésor parce que voilà, on facture qu'on n'a pas de coûts en face, qu'on n'a pas de locaux, qu'on n'a pas de salariés. Donc, il y a ce côté quand même attractif qui peut nous faire rentrer dans un cercle vicieux où on continue. Mais en tout cas, moi, pour ma part, j'avais cette volonté de dire, je fais ça quelques mois au début pour me lancer, pour me mettre le pied à l'étrier, pardon, et rentrer au fur et à mesure. Je n'étais pas à 100% en co-traitant, je gardais toujours 2 jours par semaine pour me dire je développe ma clientèle
Voilà, donc je savais que c'était quelques mois au démarrage. Alors moi, j'en avais fait aussi au démarrage. Alors, nécessité ou pas, c'est vrai que l'intérêt, c'était de faire du cash. Enfin, faut être très clair là-dessus. Ça permet d'avoir du cash dans le cabinet pour lancer son projet après et éventuellement de se développer. C'est rassurant, ouais, c'est ça. Et moi, le tort que je trouve à ça, c'est que la première année, j'ai fait de la co-traitance chez un confrère qui était prévu pour être du temps partiel, donc 3 jours par semaine. Il s'est avéré que, comme tous les cabinets, il avait des besoins, et que je me suis retrouvée à facturer presque 20 jours par mois de sous-traitance. Et c'est vrai qu'au bout de la période, quand vous faites 4, 5 mois, 6 mois comme ça, certes, vous avez fait fonctionner et vous avez mis un petit peu d'argent de côté pour faire autre chose. L'inconvénient, c'est que vous êtes au stade du départ, vous avez 0 client parce que vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Donc moi aussi, j'avais quelques clients un peu par-ci, par-là. Chaque fois que j'avais besoin de les appeler, j'étais planquée aux toilettes pour leur passer 3 coups de fil. Donc, ce n'est pas super pratique. Donc, la seconde année, j'ai continué de la sous-traitance pour un autre confrère. Et là, c'était beaucoup plus bordé. C'était 2 jours par semaine. J'intervenais, je remplaçais un expert comptable qui était en congé maternité. Et là, c'était bien parce qu'en fait, j'avais 3 jours pour le développement de mon cabinet et 2 jours pour lui, ce qui était aussi rassurant parce que ça me permettait quand même un volant de chiffre d'affaires. Mais pour le coup, la sous-traitance à 100%, c'est bien, mais il faut très vite limiter le temps sur ça parce que vous n'allez pas développer votre cabinet. Ou alors, autre solution, c'est un axe de développement de votre cabinet. Et il y a des confrères qui ne font que ça, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent que pour des confrères et ils ne développent pas de clientèle en direct. On a une question au fond, mais je crois qu'on n'a plus de micro, donc c'est raté. Alors, la question. Ouais, je crois qu'on n'a que 5 micros. C'est compliqué à l'ordre pour avoir des micros supplémentaires. La co-traitance à 100%, là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un risque social là-dessus? Parce qu'on serait considéré comme étant un salarié, parce qu'on est à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, mais c'est comme tout. C'est qu'au départ, c'est comme l'indépendance. Quand vous avez un seul client, forcément, vous n'êtes pas indépendant complètement. Donc effectivement, on peut se poser la question à la fois pour le donneur d'ordre comme pour le co-traitant de est-ce qu'il y a un risque URSSAF? Oui, mais j'ai envie de dire comme tous vos clients qui font de la sous-traitance à 100%. Maintenant, c'est une étape qui est temporaire pour certains confrères où ça dure quelques mois. Moi, ce n'était pas une vocation de faire ça pendant 10 ans. Hein. À mon avis, le risque est limité parce que on est une profession réglementée et on a une obligation d'indépendance. Donc, faire requalifier la relation de travail pour obtenir des dommages au prud'homme, parce qu'on parle de ça, en fait, ces relations, elles sont requalifiées soit par le sous-traitant qui dit avoir été considéré comme un salarié. Et donc là, il veut faire requalifier pour en fait obtenir une indemnisation lors d'une fin brutale. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ou c'est à ce moment-là un problème en fait de l'URSSAF. C'est en cas de contrôle d'URSSAF qui pourrait remettre la relation de travail pour voir si le professionnel a cotisé lui-même à ses cotises. Donc moi, ça me semble limité, mais bon, si vous bossez avec un autre expert comptable et que vous devez de toute manière de vos charges sociales, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a aussi un plafond de co-traitance pour le donneur d'ordre? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne peut pas sous-traiter quand même, ou bien co-traiter 100% de son chiffre d'affaires. Parce qu'à ce moment-là, il y a un risque fiscal aussi. Un risque fiscal de quoi? Si on sous-traite la totalité de son chiffre d'affaires. Non, il y a un risque social, si on veut, de requalification en termes de salariat, mais qui est limité si on a 2 personnes morales qui bossent ensemble, déjà. Ensuite, fiscalement parlant, je ne vois pas où est le risque, mais en fait, enfin, en fait, moi, je vous adore, hein, vraiment, parce que vous posez des questions qui, à mon avis, ne peuvent pas exister en réalité. Si vous voulez être salarié,
Vous vous installez pas ex nihilo, puis c'est tout. Enfin, personne ne vous oblige à vous installer ex nihilo. Généralement, tout le monde est content quand on fait ça, en fait. C'est qu'une passerelle, c'est qu'un passage pour la mode aujourd'hui, c'est de vouloir être à son compte et indépendant. Et je suis ravie qu'on ait cette mode de l'entrepreneuriat en France. Donc, mode qui touche aussi les experts comptables. Les stats, il y a 20 ans, c'était pas 80% d'experts comptables qui s'installaient ex nihilo. Ça n'a jamais été ça. On rachetait difficilement une clientèle quand on en trouvait, puis on ne s'installait pas tout seul. Je pense que le numérique et l'automatisation des process fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et de trouver des clients et de s'installer avec des moindres coûts parce qu'avec les logiciels en SaaS, ça coûte moins cher, on le paye à l'utilisation, etc. Donc, tout cet environnement numérique favorise l'installation du professionnel. Mais si c'est pour vous installer et devenir l'unique sous-traitant d'un expert comptable à 100% du temps, enfin, vous vous installez pas. Ça ne peut être que un passage. Le temps de transformer l'essai. Tu as vraiment raison. C'est si vous partez comme ça 100%, vous n'aurez le temps de rien. Mais c'est exactement ce que font les avocats avec leur fameux contrat de collaboration. Ils s'engagent à bosser 2-3 jours par semaine pour un avocat titulaire. Enfin, on est en contrat de collaboration, je ne pense pas que ça s'appelle titulaire. Et puis, le jeune avocat prend le temps de développer sa clientèle. Et je pense que la co-traitance, alors elle est nécessaire, elle est certainement pas suffisante, mais elle est certainement nécessaire financièrement. Et aussi, je pense qu'elle permet de rompre l'isolement du jeune qui s'installe et ça permet donc cette élasticité financière d'une modalité que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Alors, quand tu me dis, moi, je m'étais engagé pour 3/5 et puis qu'on m'a demandé 5/5 et t'as accepté, bah, t'étais super sympa. Mais t'es sympa comme fille. Bon, alors du coup, tous les deux, vous en avez fait une nécessité, une envie C'est un peu le même schéma, une nécessité au départ. Moi, et encore, hein, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Je pense que vraiment la base, c'est quand même de définir sa stratégie de cabinet et après de voir dans quelle mesure il faut faire rentrer la sous-traitance là-dedans. Parce que ça va très vite, en fait, quand on ne sait pas trop où on va, de se laisser embarquer justement par trop de sous-traitance. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut être assez clair sur ce qu'on veut faire, parce que c'est ça qui va permettre un peu de borner. C'est très bizarre de parler devant plein de gens, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, mais donc en tout cas pour moi, dans ma stratégie à moi, c'était nécessaire de commencer par ça. Et c'est vrai que c'est très difficile de développer un cabinet quand on est à plein temps. Ça, c'est une évidence. Donc il faut faire attention à cette problématique de faire trop de sous-traitance et de réussir à en sortir. Voilà, c'est mon... Séverine, toi, t'en fais aussi? Oui, bah alors moi, du coup, j'ai commencé, ça faisait à peine 3 mois que je m'étais installée. J'ai trouvé par hasard un jour à un événement de l'ordre une consoeur qui cherchait un peu d'aide pour la période fiscale. Donc, c'était en avril de l'année dernière. Et du coup, j'avais pas au début de jour fixe, puisque moi déjà, j'avais pas de clients. Enfin, dans mon entourage, je pensais que je trouverais plus facilement des clients en fait quand je me suis installée. Comme en fait, j'avais souvent entendu, bah, installe-toi, les clients, il y en aura à tous les coins de rue. Donc moi, j'étais contente. Je me disais, j'aurais pas besoin de faire grand chose, ils vont tous venir. Mais dans les faits, ça s'est pas vraiment passé comme ça non plus. Donc quand j'ai trouvé la sous-traitance, j'ai été ravie de pouvoir justement, bah, comme vous disiez, sortir de l'isolement. Parce que finalement, bah, on est tout seul chez soi. Donc de pouvoir sortir, voir d'autres confrères, travailler sur des clients, retrouver un peu le rythme qu'on avait quand on était en cabinet, parce que du jour au lendemain, on se retrouve sans rien. Et c'est vrai que c'est pas simple, je trouve. Et donc là, je continue encore pour cette sous-traitance. J'en avais trouvé une par le biais d'une amie avec qui j'ai fait mon stage d'expertise. Dans le cabinet dans lequel elle travaille, en fait, ils cherchaient quelqu'un là pour la clôture 2023 d'un client. Donc je suis intervenue pendant 3 jours par semaine, là, janvier, février. J'arrête à la fin de la semaine. Et voilà.
Donc une nécessité, je ne sais pas si c'est vraiment une nécessité, mais en tout cas, c'est un bon coup de pouce et je pense que c'est bien de pouvoir le faire, pas forcément à temps plein, mais au moins 1 ou 2 journées, au moins pour la trésorerie. Alors, une nécessité. Pardon. Moi, ce que j'avais retenu surtout, c'est qu'effectivement, c'était très bien pour la trésorerie. Par contre, j'avais retenu un truc hyper intéressant, c'est qu'au bout de quelques mois où en fait j'étais quasiment tout le temps là-bas, je m'étais quand même dit que j'avais intérêt à ce que mon cabinet fonctionne parce que j'y retournerais pas en tant que salarié, quoi. Et ça m'a donné vraiment plus envie de continuer en étant indépendant. Après, un petit point où moi j'avais commencé par faire de la co-traitance en expertise, où en fait rapidement je sortais d'un cabinet dans lequel j'avais travaillé pendant 10 ans en tant que salarié. Et en faisant quelques mois de co-traitance, je me suis vite retrouvée dans cette situation où j'avais l'impression d'être salariée et où je me suis dit à un moment donné, tu ne t'es pas installée à ton compte pour ça. Après, j'ai eu une expérience, je pourrais en parler après selon les questions, mais j'ai eu une autre expérience en co-traitance avec une consoeur qui maintenant c'est vraiment devenu quelqu'un avec qui j'échange et voilà, où c'est un vrai support. Mais au début, j'avais retrouvé ce sentiment de salarié où voilà, ça me convenait pas tant que ça finalement. Mais je pense que c'est surtout aussi le sujet de trouver la bonne personne avec qui faire de la co-traitance. C'est comme il faut trouver le salarié avec qui ça match, l'associé avec qui ça match. Et c'est pareil en co-traitance ou en sous-traitance. Donc globalement, on a répondu à la question. Est-ce qu'on ne peut faire que de la co-traitance? Non, parce que, enfin, oui, on peut, mais il faut fixer son axe de développement du cabinet. Si on a une vocation de vraiment développer une clientèle, il faut se libérer le temps pour le faire. Et c'est pas en étant 100% en sous-traitance qu'on peut le faire. C'est une évidence. D'autant que je rajoute juste qu'en théorie, on est tous on a tous le chômage normalement si on a fait les choses bien quand on se lance. Et donc du coup, il faut essayer de. Comment? C'est pas toujours le cas. Mais alors justement, quelle est la juste proportion pour vous entre co-traitance et mission perso pour vous permettre de développer votre cabinet? Tout dépend si on a le chômage ou pas déjà. C'est une question évidente. Si on n'a pas de chômage, c'est pas le même besoin de sous-traitance que si on a le chômage. Selon moi. Oui, effectivement, il y a des conditions de départ, après des situations personnelles qui font qu'on est contraint de se rémunérer rapidement, pas rapidement, et qui nous aident aussi à fixer très rapidement la stratégie du cabinet sur cette proportion de co-traitance et de développement. Moi, je vous dis, au début, j'étais partie avec une rupture co et donc le chômage avec 2 ans pour me dire j'ai le temps de développer mon cabinet et de faire les choses correctement. J'ai fait de mémoire 3-4 mois de co-traitance pendant la période fiscale parce que je me suis installée en février. Donc, j'ai dû faire février, mai, juin. Et par contre, je m'étais gardé ce que tu disais. Moi, je m'étais fixé 2 jours par semaine où je n'intervenais pas chez le confrère pour justement développer mon cabinet. Non, mais il y a des effets d'opportunité. Si vous avez envie d'être à 100% en période fiscale chez le confrère ou la consoeur, parce que comme ça, vous vous faites des sous, pour être après un peu plus tranquille et développer votre clientèle 3 mois après. Enfin, il n'y a pas d'urgence. Enfin, voilà, flirter sur la saisonnalité de la profession. En revanche, ne vous laissez pas engluer après quand l'expert comptable va dire ouais, j'ai des 31 mars et j'ai des 30 juin et j'ai des 30 septembre. Voilà, là, vous prenez voilà, il faut dire stop à un moment donné. Moi, je trouve que la première année, j'avais fait 100%, j'avais trouvé ça beaucoup. Ça m'a juste donné envie de développer mon propre cabinet et de ne pas retourner en tant que salarié. Et la seconde année, j'ai trouvé que 2 jours par semaine, 2-3 jours par semaine, c'était un bon rythme parce que ça mettait quand même un peu de sécurité en termes de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, ça mettait le temps nécessaire pour permettre d'avoir mes propres clients. Donc, je trouve que la juste proportion, elle est pas mal. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut être pas mal. On n'a plus Gabriel là, mais si vous commencez en février-mars, de signer un contrat jusqu'au 30 mai. Comme ça, si l'ambiance ne vous plaît pas dans le cabinet, vous dites non, mais je pars vers de nouveaux horizons, etc. Puis vous n'êtes pas lié. Et vous pouvez. C'est exactement ce que j'avais fait, ce que tu dis. C'était à la période fiscale, février, mai, juin, je crois que j'avais. Et contractuellement, c'était ça. Ça, après, limite ambiance un peu CDD. Et puis ça s'arrête, ça s'arrête. On n'a pas besoin de s'expliquer ou de ne pas s'expliquer si on veut s'arrêter.
Alors, il y a Nicodème qui nous demande s'il y a un replay. Oui, il y a un replay. En tout cas, moi aussi, j'ai fait ça les 2 dernières fiscales à temps plein. Et puis là, pareil, à temps plein. Et à partir du mois de mai, après, je serai à 50%. Après, il y a des confrères qui font de la sous-traitance pour plusieurs cabinets et qui n'ont aucune volonté de développer une clientèle en direct. Donc, simplement, ils font 2 jours chez un expert comptable, 3 jours chez un autre, et le mois d'après, ils vont travailler pour. En fait, ils ont des clients qui sont des experts comptables. Ils veulent juste pas avoir à gérer des clients toute l'année. Ça arrive aussi, ça fonctionne, mais ils sont pas dépendants d'un seul cabinet. Séverine, toi, tu Oui, bah, une bonne enfin, proportion. par rapport à tout ce que vous avez dit, je pense que 100%, c'est trop. Enfin, en tout cas, quand on se lance et qu'on a la dispo, oui, là, c'est différent. Mais après, si on veut développer, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça fera quand même une limite. Donc après, juste proportion, bah, ça, voilà, ça dépend aussi de sa stratégie, de tout plein de choses, des missions sur lesquelles on intervient. Mais de jouer sur la saisonnalité, ça, c'est pas mal aussi. Et alors, comment on les trouve, les missions de co-traitance? Alors moi, j'ai trouvé, bah, comme je vous disais tout à l'heure, par hasard. Sinon, après, dans le réseau de confrères que vous pouvez avoir, où là, par exemple, celle qui m'en a envoyé une, c'était une fille du stage avec qui on avait passé les 3 ans. À part ça, je pense que c'est vraiment en se déplaçant, discutant, de dire voilà, moi je cherche de la sous-traitance. Au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui entendra, qui l'entendra. J'ai déjà eu des missions que j'ai refusées parce que j'avais pas forcément la disponibilité. Et je sais qu'il y avait des confrères qui en cherchaient, donc je les ai contactés directement pour redonner cette mission-là que moi je prendrais pas. Donc si vous en cherchez, je pense que l'important c'est de le faire savoir aux autres qui penseront à vous le jour où il y aura, quoi. C'est du réseau pour beaucoup. Hein, t'en parles. Moi, la première mission que j'ai prise en co-traitant, c'était, je vous dis, une collègue qui travaillait chez un expert comptable et qui avait un besoin. Après, par curiosité, non pas par nécessité, mais par curiosité et restant ouverte aux opportunités, je suis allée m'inscrire sur Bibuzzy, qui est un outil de l'ordre, qui est une plateforme justement qui propose, met en relation en fait des donneurs d'ordre et des personnes qui cherchent de la co-traitance. Et ça a bien fonctionné. Moi, je cherchais peut-être plus des missions un peu atypiques entre guillemets. Et j'avais trouvé par exemple une consoeur qui avait contrôle qualité de l'ordre et contrôle de la compagnie et qui recherchait du coup un co-traitant pour remettre un peu d'ordre dans ses dossiers, dans ses process cabinet et tout. Moi, je suis assez branchée. C'est bon signe, hein, mais bon. Je suis assez branchée process, donc je me suis dit ah ça peut être intéressant. Et donc je suis allée voilà quelques jours par semaine faire ce job-là pour la consoeur, pour refaire les questionnaires. Donc Bibuzzy, c'est la plateforme, hein, c'est gratuit, on n'a rien à vous vendre. Hein. Que nous avons inventé ici à l'ordre. Hein. Vous vous y connectez avec votre compte expert et c'est là que vous dites, moi j'ai de l'appétence pour l'évaluation, pour la consolidation, pour des missions de gestion, pour du social, pour ce que vous voulez, pour une mission de chef de mission. En fait, vous cochez les compétences que vous avez, les missions que vous aimeriez avoir et des experts comptables qui recherchent ce genre de compétences vont sur cette bourse de compétences en fait. Et ça s'appelle Bibuzzy. Tout à l'heure, on a parlé de remplisionnement. On n'a pas refait un petit coup de pub pour Lucas. Vous savez qu'à l'ordre des experts comptables, nous avons aussi un centre d'affaires, qui est un espace de coworking qui s'appelle Lucas, comme notre super copain Luca Pacioli, qui se retrouve dans le 8e à Paris. Ça vous fait quand même une super adresse rue du Colisée. Et là, c'est des plateaux avec que des experts comptables. Et là, vous rompez aussi l'isolement et vous pouvez ici, aussi louer un bureau à la journée pour recevoir un client. Vous êtes sur un plateau. Enfin voilà, pour le rompre l'isolement, il y a ce centre d'affaires là aussi qui propose de la domiciliation. J'y suis allé 2 mois, c'est très bien. Ah merci. On avait dit que je te dois combien là? Sur comment on trouve de la sous-traitance, ou de la co-traitance du coup,
Il y en a quand même beaucoup qui le font déjà avec des anciens cabinets pour lesquels ils ont pu travailler. En tout cas, moi, j'ai eu une partie de mes missions, c'était comme ça, avec anciens cabinets. Et puis après, sinon, il y a LinkedIn. Hein. LinkedIn, ça marche bien aussi. Faut y aller, quoi. Faut montrer qu'on cherche de la sous-traitance, qu'on est dispo, faut contacter, faut faire du C'est réseautage. vrai que peut-être que la contrepartie du deal, de l'acceptation de la rupture conventionnelle, pourrait être peut-être un engagement de continuer de bosser un peu après, 2-3 jours par semaine ou. Non, mais on peut essayer. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Ouais, parce c'est que vrai. l'expert comptable qui veut pas signer une rupture conventionnelle, c'est parce que enfin, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il est tellement dans le caca que il se dit je vais pas lui rendre service. En revanche, si y a une espèce de cote mal taillée, tu m'acceptes la rupture conventionnelle et moi je m'engage à bosser, je sais pas, pendant 6 mois ou 1 an pour toi, 2 ou 3 jours par semaine, ce qui me permet de monter mon cabinet. À 3 fois plus cher que quand j'étais salarié. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ça se passe rarement comme ça quand même. Hein. Alors, les tarifs pratiqués, on y va là? Quels sont les tarifs pratiqués en co-traitance? Moi, comme ça, je vais voir si je paye beaucoup trop cher. Non, mais dis-nous. Dis-nous. Non, mais je crois que je suis entre 500 et 700 € la journée. En expertise ou en CAC? En expertise, j'ai pas de CAC. Sur des missions spéciales, sur des gros clients, et puis je prends pas des. Enfin, je ne demande pas à des experts comptables de me faire de la saisie, hein, que ce soit bien clair. Moi, j'ai toujours entendu dire que les tarifs, et d'expérience même, que les tarifs en commissariat aux comptes étaient plus élevés qu'en expertise comptable. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, donc les tarifs ont depuis évolué, je facturais 650 € la journée en expertise comptable. Après, sur le CAC, et j'en fais toujours aujourd'hui parce que la question de Gabrielle, c'était moi hier où j'ai eu un petit coup de chaud quand elle m'a dit « mais non, c'est pas possible ». Je dis « mince, je suis en mauvaise position ». Du coup, sur le commissariat aux comptes, moi, je facture 600 € ma consoeur, ce qui n'est pas très cher par rapport au tarif du marché. Mais j'ai envie de vous dire que ça dépend aussi toujours des conditions dans lesquelles vous exercez. Quels sont les horaires sur les missions? Parce que on travaille pas 10 ou 12 heures par jour dans tous les cabinets. C'est pas le cas. Donc, ça dépend toujours des contreparties. Et moi, j'y trouve une contrepartie où, par rapport à l'isolement, etc., où j'échange beaucoup avec cette consoeur et qu'il y a quand même un échange de services qui fait que je m'y retrouve un peu quand même dans le prix que je peux lui facturer sur l'émission. Moi, je dirais que tout est relatif. Donc, moi aussi, je facture à peu près ça, 700 € la journée. Mais en revanche, ça va. C'est des tarifs, de ce que j'ai pu constater, c'est des tarifs qui ne peuvent pas être appliqués sur n'importe quel type de mission. Ce qui est certain, c'est que sur d'expertise comptable traditionnelle, payer pour faire de la supervision, prendre un sous-traitant pour faire de la supervision sur d'expertise comptable traditionnelle, on peut pas payer. Un expert comptable ne paiera jamais 700 € la journée pour faire de la supervision de dossiers vraiment traditionnels. Et moi, ce qui m'avait été proposé sur des missions comme ça, on était plutôt à 450, 500 uniquement pour les heures dédiées à la supervision. Et pour le coup, c'est pas la même. On n'est pas sur le. Alors, justement, sur les tarifs journaliers, moi, la première fois que j'en avais fait, j'avais négocié un tarif journalier qui me paraissait bien à l'époque. Mais en fait, tarif journalier, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, la réalité, c'est que je me retrouvais avec une charge de travail qui était juste dingue. Donc, aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais trouvé que la porte de sortie était quand même très agréable. C'est que globalement, j'y étais de 8h à 22h. Et comme c'était un tarif journalier, forcément, revenir au taux horaire, ça ne faisait pas grand-chose. Donc, la deuxième année, je m'étais un peu mieux organisée. C'est que j'avais dit, OK, c'est un tarif journalier, mais pour tant d'heures. Hein, parce qu'il y a un moment où il y a des limites quand même au truc. Aujourd'hui, moi, je fais de temps en temps appel à de la sous-traitance. Alors, ça dépend un peu des missions. Sur des missions d'expertise comptable où il y a des tâches très ponctuelles à faire, on est sur un taux horaire qui est de l'ordre de 80 €. Et puis, quand on a des missions où en fait, c'est vraiment des missions de base où on sous-traite toute la saisie du dossier et sa révision, en général, on rétrocède 70% du budget du dossier.
Voilà. Alors moi, j'ai un tarif un peu plus bas que vous, mais parce que les missions sont différentes aussi, puisque c'est principalement de la saisie. Donc forcément, ça peut pas être, comme tu disais, à 700 € par jour. Mais globalement, oui, de ce que j'entends, j'ai souvent entendu entre 400 et 600 € pour de l'expertise et commissariat un peu plus élevé. Après, commissariat, j'en ai jamais fait, donc du coup, je sais pas. Mais oui, globalement, c'est les tarifs. Moi, sur le commissariat aux comptes, j'ai des confrères, des consoeurs. Sur le marché, ça peut être de l'ordre de 800 € aujourd'hui, actuellement. Mais après, voilà, je pense qu'il est important de dire, c'est de ne pas forcément comparer. Ça dépend les missions qu'on fait, ça dépend le temps qu'on y passe. Il y a plein de, voilà, il y a plein de variables, donc de pas forcément. Après, ne pas se brader non plus, parce qu'il faut absolument une mission. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de confrères et de consoeurs qui recherchent aujourd'hui à faire appel à de la co-traitance. Donc, faut quand même se dire qu'à un moment donné, on est expert comptable et ne pas se brader à des tarifs qui sont moindres que ce que serait payé un collaborateur dans un cabinet. Et je pense qu'il y a des limites voilà, à ne pas. Après aussi, des fois, on peut aussi prendre un peu moins cher si on sait qu'on a la mission peut-être pendant 3-4 mois. Enfin, voilà, si on sait que c'est quelque chose qui va être récurrent ou même plus que 3-4 mois, on peut se dire bah, j'ai un peu moins sur le moment, mais sur la régularité, comme ça me fera plus. Enfin, voilà, si c'est une courte mission d'une semaine, bon, on peut se dire là, je chiffre un peu plus. Enfin, voilà. Après, ça dépend de comment chacun pense. Mais en tout cas, moi, mon état d'esprit, c'est de me dire que je préfère avoir un peu moins, mais plus sur la régularité, savoir que j'aurai de la trésor pendant un petit moment, qu'avoir une mission hyper bien payée pour une semaine et plus rien avoir pendant 3 mois, quoi. Voilà, après, ça dépend. Moi, j'avais fait aussi, du coup, j'avais fait des taux horaires à un moment donné et ça permettait aussi aux confrères, notamment quand il avait fait de la sous-traitance chez moi, de partir 3 heures pour déjeuner, j'en avais rien à faire, ce qui lui permettait à lui de prendre des rendez-vous clients, d'aller faire ses trucs aussi de son côté, de ne pas avoir une contrainte où moi, je comptais les heures de mon côté et lui, en fait, il était dans le même cas. Donc, on avait cet accord-là globalement. Peut-être une astuce, ça peut paraître bête, mais moi, je ne l'ai pas appliqué au début et à un moment donné, je me suis dit, il fallait rectifier le tir. C'est tout ce qui est refacturation des frais de déplacement, etc. Moi, j'allais en commissariat aux comptes, j'allais sur des clients qui étaient relativement loin de chez moi, où on se retrouve avec la voiture, le péage, ou des indemnités kilométriques, etc., où j'avais pas inclus ça dans mes forfaits. Et j'avais un peu peur de demander à ma consoeur, est-ce que je pourrais refacturer? Et mine de rien, ça peut vite chiffrer en fonction de vos missions. Donc ça, de bien faire attention au début sur toutes ces petites conditions. Dans la lettre. C'est contractuel en fait. C'est un accord avec le professionnel. Sur le contrat, je crois qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'est des petits trucs, mais au final, mis bout à bout, ça peut quand même représenter un peu d'argent. Moi, je voulais juste dire que, en tout cas, il n'y a pas de stress à avoir. En fait, la sous-traitance, moi, je trouve que c'est vraiment assez facile d'en trouver. Si on veut en trouver, on en trouve. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment pas se brader parce qu'effectivement, on en trouve. Et en période fiscale, c'est certain qu'on en trouve sans problème, quoi. On est quand même dans un marché du recrutement en ce moment qui est très difficile pour les experts comptables. Donc, ces pratiques-là se font de plus en plus. Et on vous parlait de Bibuzzy, n'hésitez pas à y aller régulièrement. Même moi, aujourd'hui, j'y retourne de temps en temps, voir s'il y a des missions qui potentiellement pourraient m'intéresser. On parlait d'opportunités. Donc voilà, tous les jours, vous pouvez retrouver des annonces. Il y a un travail à l'ordre qui est en train d'être fait quand même sur la remise à niveau de la plateforme, sur faire un peu de ménage, etc. Mais globalement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et n'hésitez pas à regarder régulièrement les offres qui sont postées sur ou vous-même à poster des offres. Alors, on arrive à la fin, qu'on a déjà un petit peu dépassé de 6 minutes. On a été très bavard. Non, on est bon. On est bon? Ok, super. Si on est très bon. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la salle. Donc là, on vous présente les différents outils. Lucas, pour ne pas rester tout seul. Donc, Lucas, notre centre d'affaires. Exactement. Bibuzzy, on vous en a beaucoup parlé. Pour être occupé. Pont, la plateforme en fait où on donne des notes aux outils numériques. BeBigger, c'est une plateforme de recrutement d'alternance, on va dire. On a tous nos clubs qui sont fiscal, social, DAF
Innovation. Et patrimoine, tout à fait. Donc, on a 5 clubs à Paris. Pour les nouveaux inscrits depuis moins de 2 ans, ils sont gratuits. C'est nouveau. Espace Pro, c'est la Mais plateforme. seulement pour ceux qui étaient là ce soir. Pour Espace Pro, c'est notre plateforme de communication entre nous. Be Bye Bye, c'est le dernier bébé sorti. C'est une plateforme de session de cabinet. Alors, il y a peu de sessions, je vous le dis tout de suite, c'est pas sur cette plateforme que vous trouverez à acheter un cabinet, mais il y en a quand même un petit peu. Il y a 8-10 annonces à peu près. Il y a parfois des sessions partielles de clientèle, mais il y a surtout aussi beaucoup de conseils pour celui qui veut acheter ou celui qui veut vendre. Donc là, si vous êtes plutôt dans la case acheteur, comment vous faites pour faire votre audit d'acquisition, quels sont les bons réflexes, des modèles de clause, des modèles de contrat, etc., etc. Cap Performance, c'est notre couteau Bible. suisse voilà, couteau suisse, bible, lettre de mission, donc lettre de mission, manuel cabinet, des audits de performance, de normalisation, etc., etc. Donc là, il y a 15-20 outils dans Cap Performance. Le Lab 50, c'est le think tank qu'on a aussi avec la compagnie des commissaires aux comptes sur l'innovation. Et Inest, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est notre bébé, notre accélérateur de l'ordre. J'étais ce matin encore en train de m'occuper d'Inest. Et là, on accélère pour vous nos outils de demain, en fait, et tous les ans, on aide 4-5 startups à développer leurs outils. Et donc, on peut. Alors, on a une question. On peut être bêta-testeur pour donc, Inest. vous pouvez être bêta-testeur sur Inest avec grand plaisir. Et au mois de mai, on vous invitera à cette grande soirée des bêta-testeurs. Donc, je passe le micro pour la question. Ah, c'est bon, on a un micro. Bonsoir. Bonsoir. C'est normal. Allez-y, parlez juste, il ne fonctionne pas, mais. Alors moi, c'est ce que je fais sur certains dossiers que le sous-traitant gère dans sa totalité. Je rétrocède 70% du budget du client. Parce que c'est des missions qui va faire... On a quelques clients qui nous amènent le truc une fois par an et on n'arrivera jamais à les faire changer. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de vision du dossier en cours d'année. Donc là, pour le coup, on passe à un sous-traitant, le cas échéant si besoin, et on rétrocède 70% du dossier dans sa totalité. Après, il faut avoir l'honnêteté, que ce soit dans le cas du donneur d'ordre, de ne pas lui filer 70% des dossiers qui sont les plus pourris du cabinet. Parce que si vous filez 70% d'un dossier à 1 000 € alors qu'il faut une semaine pour le faire, je trouve que ça, c'est pas sympa. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc, en général, moi, quand je le fais, je dis voilà, l'année dernière, parce que moi, j'ai remis une gestion des temps en interne, je suis capable de lui dire l'année dernière, on a passé tant de temps sur ce dossier, c'est tant de budget, je te donne 70, voilà le temps qui a été fait l'année dernière, est-ce que ça te convient ou ça ne te convient pas? Il y a une question derrière. C'est important, je pense, que tu dis sur la relation qu'on peut avoir entre co-traitants. On est confrères, donc confraternité, bienveillance, tout ça, et ça peut devenir quand même des partenaires sur le long terme. On ne parle pas forcément de faire 100% de ça évolue dans le temps, mais ça reste des confrères et des consoeurs avec qui on peut échanger, qu'on peut revoir, qu'on peut. Donc je pense que voilà, sur les relations, tu as bien fait. Il y a une question, c'est ça là-bas au fond? Non? Tout va bien. On va peut-être s'arrêter, non, là? C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? C'est bon pour vous tous? Alors, pour tous ceux qui ont le courage de venir, il y a un petit verre après que nous pouvons partager. Et pour vous qui êtes restés chez vous, ça sera l'apéro sans nous. On est désolé. Merci beaucoup de votre concentration, de vos questions. Merci beaucoup pour l'organisation aux permanentes, aux informaticiens qui nous organisent ça, Elodie, Émilie, Joseph et Séverine. Merci à vous tous et très bonne soirée. Au revoir. Merci.